Buonasera a tutte e tutti. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Martin Briance, ambassadeur de France en Italie. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au Palais Farnèse pour l'un des rendez-vous italo-français considérés comme particulièrement importants dans le cadre du programme de rencontre Voix aux femmes de l'Institut français Italie, organisé partout en Italie jusqu'à la fin de l'année. Cette soirée exceptionnelle représente pour nous, j'ose dire, le sommet de ce programme qui compte plus de 25 événements de Palerme à Turin. Demain, samedi 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes sera célébrée. Cette journée internationale des Nations unies invite les pays à mettre un terme à toute forme de violence de genre partout dans le monde, qu'il s'agisse de violences domestiques, de violences sexuelles liées au conflit ou de l'engagement à lutter contre l'impunité des coupables. Désormais, cette date marque, que ce soit en Italie ou en France, une véritable prise de conscience collective. Malheureusement, l'actualité nous renvoie à la décompte macabre des féminicides. Depuis le début de l'année, ce sont 106 femmes en Italie, 114 femmes en France, et les violences sont très nombreuses. Certaines formes de violence sont parfois invisibles. La prise de conscience, nous en sommes convaincus, nous concerne tous, et pas seulement pendant la journée internationale, mais tout au long de l'année. Le meurtre de Giulia Cecchettin nous a sidérés, l'Italie et nous tous. Ce meurtre a remis au centre du débat public le thème du féminicide. À la lumière de tout cela, je voudrais consacrer cette soirée à cette jeune femme et à toutes les victimes de féminicide. Il faut cultiver la conscience ou simplement la connaissance de ses propres droits, des lois, des stéréotypes de genre et des mécanismes qui nourrissent toutes les violences. Responsabilité et engagement doivent aller de pair au niveau national, local, européen et international. Au sein de la société civile, mais également dans les institutions, à l'école, à l'université, sur les lieux de travail, parce que les violences, les féminicides sont un fait social. Nous devons de connaître, nous devons de parler, mais nous devons également d'écouter. En Italie et en France, il existe de multiples associations qui regroupent des personnes qui s'organisent pour aider les victimes, pour lutter, pour connaître les comportements et les mécanismes liés aux violences. Ces associations font un travail à la fois extraordinaire et nécessaire, mais l'action de l'État est tout aussi essentielle. En France, il existe un plan national d'action contre ces violences avec une ligne téléphonique dédiée au signalement qui offre plusieurs formes d'aide et de soutien aux femmes. La France mène une campagne internationale ambitieuse sur la lutte
contre la violence faite aux femmes, notamment à travers son soutien à l'universalisation de la Convention d'Istanbul. Son action politique dans le cadre du Forum Génération Égalité et son action résolue au sein du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'agenda Femmes et Sécurité. Nous avons lancé un fonds international de 120 millions d'euros étalé sur 3 ans pour financer les organisations féministes qui s'engagent dans ces luttes, dans ces batailles. La France, en outre, a alloué 8,2 millions d'euros au Fonds international pour les rescapés des violences sexuelles liées au conflit. Avec Nadia Morad, prix Nobel, Denis Mukwege. L'action de ce fonds s'applique également aux victimes de violences sexuelles, comme cela a été le cas pendant l'invasion russe en Ukraine. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir pour ce débat 3 rapporteuses dont l'engagement quotidien s'oriente vers l'action et la prévention. Lucia Annibali, elle a été elle-même victime de violences. Elle est avocate, conseillère juridique de la ministre de l'Égalité de chance, puis à la Chambre des députés, et aujourd'hui, elle est avec nous en sa qualité de médiatrice pour la région Toscane. Lucia Annibali agit au quotidien contre la violence. Elle le fait, et c'est ce que fait Inae Benaben en France. En 2013, elle a cofondé l'association En avant toutes, une association qui s'adresse surtout aux nouvelles générations et qui s'efforce de comprendre comment prévenir et comment agir. Antonella Veltri, présidente de l'association Donne in Rete Femmes en réseau, qui représente plus de 80 organisations et plus de 100 centres anti-violence en Italie. Je remercie de tout cœur Madame Maria Latella qui a bien voulu accepter de modérer la rencontre de ce soir, et je tiens à rappeler que tout le programme Voci alle Donne a été soutenu non seulement par Edison et par la société Translated, mais également de Caring Foundation, qui, depuis longtemps, s'occupe du thème des violences en France et en Italie. Je tiens enfin à remercier notre média partenaire du cycle Voix aux femmes, et je passe sans tarder la parole à Madame Céline Bonner, déléguée générale Caring Foundation. Je la remercie infiniment de sa présence et je vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute de ces voix fondamentales pour nos 2 pays. Merci. Buonasera. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, Madame la conseillère culturelle et directrice de l'Institut français d'Italie, chers panélistes et partenaires, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être présente parmi vous ce soir dans ce magnifique palais farnèse, ravie et fière de soutenir ce cycle de conférences avec la Caring Foundation que j'ai l'honneur de représenter ce soir. Je suis très fière de notre collaboration avec l'Institut français d'Italie, qui s'étend d'ailleurs à d'autres domaines que celui qui nous réunit ce soir. En particulier, nous soutenons des étudiants italiens qui sont engagés dans des recherches innovantes au travers d'un programme YELP et qui auront des prochains lauréats annoncés la semaine prochaine à Milan. Tout cela montre bien l'importance que l'Italie a pour le groupe Caring.
Quelques mots sur Kering, c'est donc un groupe de luxe qui regroupe 47 000 employés dans le monde et 13 000 en Italie, avec des maisons comme Gucci, Bottega Veneta, Brioni, etc. Et François-Henri Pinault, le président directeur général de Kering, a mis les femmes au cœur des priorités du groupe depuis longtemps, à plusieurs niveaux, et en particulier les femmes victimes de violences, avec dès 2008 la création de la Fondation Kering, qui est dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était bien avant MeToo, et c'était un engagement courageux et visionnaire. Vous le savez, dans le monde, c'est une femme sur 3 qui sera victime de violences au cours de sa vie. Les violences faites aux femmes touchent toutes les classes sociales et toutes les cultures. Et l'accompagnement des femmes survivantes est au cœur de la démarche de la Fondation Kering. Il est crucial, comme cela a été rappelé, pour ces femmes et leurs enfants d'avoir accès à des services complets et de qualité pour pouvoir sortir des violences et se reconstruire. À la Fondation, nous soutenons des associations locales dans 6 pays, dont bien sûr en Italie, sur le long terme. Nous travaillons aussi à faire évoluer les comportements en impliquant les plus jeunes et notamment les jeunes garçons. Enfin, nous mobilisons d'autres acteurs à rejoindre ce combat. Depuis 2008, nous avons accompagné plus d'1 million de femmes survivantes. Nous avons aidé à former 40 000 professionnels et 43 entreprises ont rejoint notre mobilisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes nos actions, mais aujourd'hui, je voudrais partager 2 messages avec vous. Le premier, c'est que les entreprises ont un rôle proactif à jouer dans la sensibilisation aux violences faites aux femmes et dans l'accompagnement de ces femmes survivantes avec les associations spécialisées. C'est une femme sur 4 qui est victime de violences conjugales dans le monde. Donc forcément, dans vos équipes, dans votre environnement de travail, il y a des femmes survivantes. La Fondation Kering a développé un programme de formation interne pour créer un environnement de travail bienveillant et sécurisant pour les femmes survivantes, avec l'association DIRE, et vous avez donc ici Antonella Veltri, sa directrice. Puis, nous avons uniformisé cette approche en lançant au niveau international une politique globale sur les violences conjugales qui propose différentes mesures d'accompagnement pour les femmes qui le souhaitent, des horaires de travail flexibles, un congé violence conjugale, une aide financière, ainsi que bien sûr la mise en contact avec les associations spécialisées qui peuvent les accompagner. Enfin, nous avons créé un réseau européen, One in Three Women Network, qui rassemble différentes entreprises privées pour partager les meilleures pratiques et pouvoir offrir cette ambiance de travail sécurisante et bienveillante. Ce réseau réunit 43 entreprises. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Mon second message concerne les violences faites aux enfants et les liens intimes qu'il existe entre violences faites aux femmes et violences faites aux enfants. Les violences sexuelles à l'égard des enfants, comme les violences faites aux femmes, sont extrêmement répandues. Elles touchent toutes les cultures et toutes les classes sociales. Selon l'OMS, une femme sur 5 et un homme sur 10 sont abusés sexuellement au cours de leur vie. Et dans 80% des cas, il s'agit d'inceste. Celles et ceux qui ont subi des violences dans leur enfance sont statistiquement plus susceptibles de les subir ou de les perpétrer à l'âge adulte. Bien sûr, il s'agit d'un facteur de risque, il n'y a pas de fatalité, mais c'est là où le travail des associations est clé pour soutenir les femmes et les enfants victimes afin qu'ils puissent mener une vie à l'abri des violences. Pour combattre les violences, là où elles prennent racine, pour parler d'une réalité qui est encore largement taboue, pour briser le cycle de la violence de l'enfance à l'âge adulte, la Fondation Kering a annoncé étendre son engagement aux violences faites aux enfants et en particulier aux violences sexuelles incestueuses. Il est fondamental de lutter contre les violences dès le plus jeune âge, à la fois au travers d'une prise en charge, bien sûr, des victimes et des survivantes et par des actions de prévention. Et je veux à ce sujet saluer le travail de l'association En Avant Toutes, représentée ici par Inae Benaben, sur différents projets de prévention des violences auprès des plus jeunes. Suite au féminicide de Giulia Cecchettin, l'Italie est témoin d'une profonde mobilisation collective qui, bien sûr, dénonce l'insuffisance de la répression et une protection efficace des femmes survivantes, mais surtout réclame une transformation radicale de nos sociétés qui produit violence, abus, discrimination
et injustices qui se reproduisent de génération en génération. Merci. Buonasera, buonasera a tutti. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je remercie l'ambassadeur de France qui a bien voulu m'inviter pour modérer cette rencontre. Et je suis particulièrement heureuse d'être là en vue de la journée de demain. Comme vous le savez, le 25 novembre est la journée identifiée sur le plan international comme étant une date symbolique pour évoquer la lutte contre la violence faite aux femmes. Pour nous, en Italie, cette date est aujourd'hui particulièrement triste, douloureuse, parce que, comme l'ambassadeur vient de le rappeler, nous venons de vivre un événement qui nous a sidérés, qui nous a choqués et qui nous a pris au dépourvu, y compris nous qui assistons d'une semaine sur l'autre à ces féminicides. En tant que journaliste, je pense que il ne faut pas se contenter d'être un véhicule d'information. Les journalistes doivent s'efforcer de devenir non pas un outil, mais quelque chose de beaucoup plus actif. Nous avons cette responsabilité et je crois que des rencontres comme celle-ci nous aident à mettre en réseau les connaissances que possèdent nos deux pays, en France, en Italie. Il faut renforcer ce réseau pour ne pas répéter tous les 25 novembre que la lutte contre la violence contre les femmes a encore un long chemin à parcourir. Monsieur l'ambassadeur a déjà a déjà présenté les rapporteuses qui sont à mes côtés, à côté de moi, mais je voudrais inviter d'abord Lucia Annibali. Je voudrais l'inviter à se raconter brièvement. Comme vous le savez, mercredi dernier, le Parlement, à l'unanimité, a approuvé un projet de loi. Et ça peut être une occasion pour pouvoir en parler, pour voir ensuite ce qu'on est en train de faire en France. Alors, je vous donne la parole. Bonsoir, bon après-midi à tous. Je vous remercie de cette invitation dans ce cadre magnifique. Et merci de l'honneur qui m'a été fait de contribuer à ce thème, mais je dirais à ces histoires de souffrance, de solitude, de douleur que les femmes vivent au quotidien. Comme l'a dit Maria Lattel, ces jours-ci en Italie, nous avons assisté à une histoire qui nous a vraiment choqués. Deux jeunes, garçons et filles, mais ce que nous avons éprouvé, nous disons toujours que c'est la dernière fois, mais par contre, cette douleur, cette souffrance se reproduit sans cesse. Cela signifie que ces histoires continuent au quotidien, souvent dans le silence. Je ne sais pas si je dois me présenter au public. Enfin, faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Alors, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, j'ai eu une expérience de violence il y a 10 ans. Et je pense que mon expérience de violence a choqué notre pays. Oui, nous étions vraiment choqués. J'ai subi une agression à l'acide qui n'est pas une modalité qui devrait appartenir à notre culture et à notre pays. Mais au-delà de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il est peut-être plus intéressant de comprendre, de raconter ce qui s'est passé après et jusqu'à quel point une expérience de violence peut
offrir une opportunité, une espérance et de la liberté, parce qu'il faut savoir que les femmes qui subissent la violence perdent surtout leur liberté. C'est la première chose qu'elles perdent. Et donc, ce voyage que l'on entreprend pendant une relation violente et quand on parvient à s'en affranchir, et voilà, c'est surtout la possibilité d'acquérir une liberté qui ne nous abandonne jamais. Nous devons tous nous engager afin que cette liberté soit de plus en plus une réalité. Il faut que cette liberté soit accessible. La valeur de la liberté doit être reconnue par la société. La société doit considérer la liberté des femmes comme un élément fondamental. C'est peut-être cette idée qui fait défaut au niveau de la collectivité. On parle de culture quand on parle de la violence, mais il faut peut-être une prise de conscience. Il faut comprendre que la liberté est un droit fondamental de la femme et des femmes. Oui, c'est ce qui manque. Et dramatiquement, ce qui manque, ce qui fait défaut, c'est la conscience quant au fait de devoir aspirer à la liberté. Elle fait défaut chez les nouvelles générations, des garçons ou des filles. Tout à l'heure, je disais que il est tout à fait ahurissant que de lire les comptes rendus d'un sondage un peu simpliste mené parmi les jeunes de 15-17 ans, des garçons qui utilisent un réseau social que vous connaissez tous, TikTok, et qui ont répondu à une question. Ta copine, est-ce qu'elle peut aller en boîte de nuit? La réponse a été non, sauf si je l'autorise à y aller. Maintenant, je voudrais me rendre à Paris et en se présentant à notre public, je demande à notre ami de bien vouloir prendre une photo de la situation en France. Et lors d'un deuxième tour de table, je vais vous demander de nous raconter ce qu'on fait en Italie au point de vue législatif et en France sur la base des projets de loi. Mais maintenant, je voudrais donc que notre amie française nous raconte et nous parle de son association, de ce qu'elle fait. Bonsoir a toutes et a tous. Malheureusement, non parlo italiano. Désolée, ce sera donc en français, mais merci pour l'invitation dans cet endroit fantastique. Merci à vous d'avoir choisi de passer votre vendredi soir avec nous ici sur une thématique qui n'est pas toujours facile. Pour me présenter rapidement, avant de vous donner un petit aperçu de ce qui se passe aujourd'hui en France sur les questions des violences faites aux femmes, moi je suis Inaë Benabin, j'ai cofondé l'association qui s'appelle En Avant Toutes et qui travaille sur l'égalité des genres et sur la lutte pour la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+. Comment est-ce qu'on agit? C'est qu'on a décidé de travailler auprès des plus jeunes parce que le constat qui avait été fait en France, qui est peut-être similaire en Italie, est que les femmes de moins de 25 ans vivaient encore plus de violences que leurs aînés. Lors des études à grande échelle au niveau national, on voyait qu'elles étaient plus vulnérables à de nombreuses violences, les violences dans les relations amoureuses, les violences intrafamiliales, les violences dans l'espace public. Et pourtant, elles étaient beaucoup moins présentes dans les dispositifs d'aide. Elles appelaient moins le numéro national que nous avons, elles poussaient moins la porte des associations. Et donc, il y avait un décalage entre la réalité et l'aide qui était apportée. Alors j'avais moi-même moins de 25 ans à l'époque, et donc j'ai essayé de regarder ce que nous faisions, notre génération, pour obtenir des informations, pour obtenir de l'aide, pour parler des violences. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et je pense que c'est pareil en Italie, aujourd'hui, quand on a 19 ans et qu'on vit des violences de la part de son petit copain, on en parle rarement à ses parents,
rarement à ses professeurs, mais on en parle à Google. Parce que Internet est l'espace préféré pour obtenir des réponses. Et donc, nous avons décidé avec En Avant Toutes d'investir Internet pour que ce soit un lieu avec des réponses professionnelles, informées et bienveillantes. Pour ça, nous avons ouvert le chat, qui est aujourd'hui le chat national, pour les jeunes qui vivent des violences ou qui se posent des questions sur leur situation. Pour répondre un petit peu à l'état des lieux en France, et pour rebondir sur ce que vous disiez des jeunes garçons, il y a eu un sondage qui a été fait aussi l'année dernière en France auprès des jeunes garçons de moins de 25 ans, et il ressortait que plus de 30% d'entre eux estiment que les femmes ressentent du désir lorsqu'elles sont forcées. Je laisse le temps de la traduction. Cela nous montre les imaginaires qui existent de la part des plus jeunes générations sur le rapport à l'intime, à la sexualité, à l'amour et aux violences, évidemment. Aujourd'hui, en France, à mon avis, les chiffres sont extrêmement proches de ceux d'Italie. On voit que les violences concernent toutes les classes sociales, qu'elles concernent tous les âges, avec une prévalence pour les plus jeunes, non pas parce que la société est plus violente aujourd'hui, mais parce que quand on est plus jeune, on est plus vulnérable à différents niveaux, peut-être qu'on pourra y revenir. Et on sait, par exemple, on estime qu'une femme sur 10 vit des violences à l'instant, en France, de la part de son conjoint, copain, mari ou ex. Chez les moins de 25 ans, c'est une jeune femme sur 7. Donc les premières relations amoureuses, comme les premières relations sexuelles, sont, dans un cas sur 7 au moins, des relations violentes. Cela pose des bases qui vont orienter la suite de leur vie à elles, ces jeunes femmes, mais aussi aux jeunes hommes avec qui elles sont dans le cadre de couples hétérosexuels. Et donc, il est très important aujourd'hui d'arriver à agir tôt dans l'espoir de transformer les vécus sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'auprès des jeunes, ce qu'on perçoit, c'est que la capacité de changement d'avis, la capacité de rebondissement est très grande. C'est parfois plus difficile de réagir quand on est marié, avec des enfants, avec un engagement financier, par exemple un prêt, alors qu'au début d'une relation, il peut y avoir moins d'attaches. Les violences sont tout aussi graves et tout aussi importantes. Pour autant, les jeunes peuvent avoir parfois plus facilement des ressources pour sortir des relations violentes. On sait aussi que les violences sexuelles sont extrêmement présentes et extrêmement importantes. Vous en avez parlé un petit peu en introduction. Aujourd'hui, nous estimons, en France, la question des chiffres est aussi une question forte qui, il me semble, est toujours en question ici aussi. Obtenir des chiffres qui sont réels, qui sont concrets, qui nous permettent d'appréhender la réalité, c'est toujours une grande difficulté et en même temps, on avance progressivement. Et on estime donc qu'une femme sur 6, au minimum en France, subit et est victime de viol. Pour autant, il y a une immense différence entre le vécu et ce qui arrive, notamment à la police, puis à la justice. Il y a un décalage très grand. On estime qu'une femme sur 10, parmi les victimes, porte plainte. Et parmi ces plaintes, en 2022 en France, uniquement 3% d'entre elles ont abouti à une condamnation. Nous avons donc un décalage immense entre le vécu et la réponse sociale qui est apportée. Je peux peut-être arrêter là pour l'introduction et on peut ensuite aller plus en détail sur des thématiques. Très bien, merci. Eh bien, je pense que tous ces éléments
commun à l'Italie et à la France, des pays qui, pourtant, au cours des 50 dernières années, ont connu une évolution énorme. Pour ce qui est de l'évolution de la parité de genre, en Italie, c'est encore plus évident qu'en France, parce que la France était plus développée quelque part que l'Italie. Mais tragiquement, aujourd'hui, nous nous retrouvons réunis pour parler de jeunes de 22 ans qui tuent des filles du même âge, comme si les nouvelles générations... Vous savez, le débat qui est en cours, n'est-ce pas? L'incapacité du mâle de n'importe quel âge d'accepter le refus, d'accepter l'abandon. Toutefois, les raisons sont multiples et ces raisons doivent être approfondies et discutées dans tous les aspects. Mais puis, il y a les faits. Eh bien, Madame la Présidente de l'association DIRE pourra nous raconter, se raconter et nous parler de son association. Elle voudra peut-être aussi répondre à cette question. Moi, je ne suis pas capable de répondre à cette question, qui est la suivante. Si au cours des 50 dernières années, les grands-mères, les mères ont fait des progrès énormes, pas seulement le droit au vote, mais au niveau du travail, etc., pourquoi, comment se fait-il que nous, aujourd'hui, on se retrouve encore réunis pour parler de Giulia Cecchettin, de ce meurtre horrible? Il y a quelque chose qui nous échappe. Peut-être oui. Donc, merci aussi de m'avoir invité. Je remercie l'ambassade et l'Institut français qui nous a réunis aujourd'hui dans ce palais magnifique à l'occasion de la Journée internationale du 25 novembre. C'est une question importante, celle que vous posez, qui interpelle et interroge nos consciences, notre façon d'être au monde, dans la relation publique et privée. Comment se fait-il que cela continue d'arriver? Je suis présidente du réseau principal national de centres anti-violence. Je dirais le seul réseau de lutte contre la violence. Nous existons depuis 2008. Nous avons 62 résidences, refuges dans plusieurs régions italiennes. Les chiffres sont importants parce que les chiffres nous parlent de la dimension d'un phénomène, non pas tellement de notre réseau, mais de l'exigence qui se pose d'avoir des centres territoriaux qui représentent donc une action concrète pour lutter contre cette violence. Ce sont les seuls points de référence, les seuls centres de référence pour les femmes qui vivent une situation de malaise et qui sont souvent isolées. Parce qu'il ne faut pas seulement imaginer les grandes villes, les métropoles, il faut imaginer aussi la réalité de l'Italie. En Italie, il y a tout un tas de petites provinces, de petites villes de province. Et bien, beaucoup de femmes sont en difficulté et sont isolées, mais elles savent qu'il y a quand même un lieu, un centre où chaque femme peut se rendre pour être supportée, pour être aidée, pour être accompagnée, pour être écoutée et pour trouver quelqu'un qui croit en ce qu'elle dit. C'est important de souligner ceci parce qu'en Italie, le problème principal que nous connaissons concerne la relation des femmes à la justice, dans ce sens que les femmes, on ne croyait pas à ce qu'elles disaient quand elles racontaient les violences qu'elles avaient subies. Nous rencontrons en moyenne 20 000 femmes par an dans nos centres anti-violence. 20 000 femmes qui s'adressent à nous de manière assez régulière au fil du temps. Ce ne sont pas les mêmes femmes, bien sûr, mais ce sont les mêmes chiffres qui se répètent. Ceci nous fait comprendre que le phénomène de la violence des hommes contre les femmes doit être interprété comme il faut. Sans cela, nous n'arrivons pas à mettre en œuvre tous les dispositifs, aussi bien législatifs que sociaux,
culturelle pour la prévention de cette violence, pour pouvoir affronter de manière appropriée ce problème. Les racines, c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature scientifique qui le dit, c'est la Convention d'Istanbul qui le dit. C'est un instrument législatif que l'Italie a ratifié, la Convention d'Istanbul. Donc, je reviens aux racines. Les racines sont la façon différente d'être au monde entre les hommes et les femmes. Il y a une disparité de pouvoir assez banale. C'est le patriarcat, aussi bien dans le domaine privé que dans les espaces publics, au travail. Chacune d'entre nous vit une dimension privée, une dimension publique. Eh bien, chacune d'entre nous a certainement traversé et subi une forme quelconque de violence. La violence, ce n'est pas seulement le féminicide. Le féminicide représente probablement, c'est le cas de Giulia, n'est-ce pas, le dernier féminicide ahurissant. Le féminicide est le point d'orgue d'une escalade de violence parce que Giulia a été contrôlée par son ancien fiancé. Elle était victime d'harcèlement de la part de ce garçon. Elle était suivie jusqu'à l'université quand Giulia allait suivre ses cours universitaires. Elle est complètement contrôlée. Ce sont là des signes précurseurs. C'est une prémonition qui doit nous mettre en alerte. C'est pour ça que je répète souvent lors de nos rencontres et que donc ces schémas se répètent. Donc, si tu subis ce genre de comportement, adresse-toi tout de suite à un centre anti-violence parce que là, tu trouveras des gens qui seront capables de t'écouter dans une dimension qui est la dimension de la confidentialité, de l'anonymat, dans le respect de ta détermination, de ton détermination en tant que femme. Donc, ce que tu veux faire, tu pourras le faire. Si tu veux, il y a une sous-estimation de ces signaux, n'est-ce pas? Parce que là, on le dit depuis des années, quand il y a des premiers signaux de ce genre, va-t'en, protège-toi. Non, mais je ne pense pas qu'il faille culpabiliser les femmes. Non, je ne culpabilise pas les femmes. Je dis qu'on sous-estime le problème. Il faut se dire, mais les hommes, ils sont où dans cette société? Qu'est-ce qu'ils font dans la société? Quels sont les thèmes qui les interpellent? Il faut une conscience sociale collective répandue qui puisse traverser de manière transversale toutes les couches sociales et économiques et tous les genres. Il est important que ça démarre de chez les hommes, c'est-à-dire un mouvement qui doit partir des hommes. Chaque homme, chaque garçon doit s'interroger, il doit comprendre les racines profondes, comme quoi si je suis une femme et que je rentre seule à la maison le soir et que je porte une mini-jupe peut-être ou une chemise décolletée, je dois avoir peur alors que le garçon ou l'homme peut se balader en Bermuda. Les dispositifs législatifs de grande sécurité qui ont été édictés par ce gouvernement, bon, je vais m'en arrêter là. Oui, parce que je voulais poser ce genre de questions à Lucia concernant l'aspect législatif. Mercredi dernier, le Sénat a approuvé à l'unanimité le projet de loi sur la lutte contre la violence faite aux femmes par les hommes. Ce projet avait été soumis il y a quelques mois et maintenant il vient d'être approuvé à l'unanimité. Il y a des mesures qui étaient déjà envisagées par le dit Code rouge, c'est-à-dire par la loi précédente contre la violence faite aux femmes, qui date de 2019. 19 articles. Madame Annibali va peut-être approfondir ces 19 articles de cette loi. Toujours est-il qu'il y a une question qui demeure sans réponse. Le dit Code rouge existe depuis 2019. Je tiens à le rappeler. Mais ce Code rouge n'a pas servi de dissuasion. C'est ahurissant de constater qu'un garçon qui ignorait
peut-être l'existence du code rouge, parce que nous en parlons ici, mais je ne sais pas si sur les médias, les jeunes échangent des informations sur la législation en matière de lutte contre les violences. Je ne sais pas si l'ancien fiancé de Julia, si attentif, je lis les journaux, hein, je ne sais pas, je dois me baser sur ce que je lis. Il est très attentif quand il s'agit de préparer un féminicide, à tel point qu'il avait acheté un couteau. Mais je pense qu'il ne s'est même pas informé sur les conséquences de certains actes. Alors la question que je pose est la suivante. Qu'est-ce qui change? Qu'y a-t-il de nouveau aujourd'hui avec ce projet de loi que vous avez approuvé au Parlement? Et pourquoi est-ce que cet outil de dissuasion n'a pas fait ses preuves jusqu'à présent? Et comme l'a rappelé Madame Veltri, je voudrais partir d'une idée plus générale. Notre pays n'est pas à l'an zéro par rapport à l'engagement, y compris législatif, en matière de lutte contre la violence. Notre phare, notre outil juridique de départ, mais également d'arrivée, est la Convention d'Istanbul. L'Italie a ratifié cette convention en 2013, si je n'ai pas de mémoire. C'est là le premier acte politique et législatif fondamental qui nous montre où se range notre pays d'un point de vue culturel. La Convention d'Istanbul, en fait, nous dit déjà comment s'attaquer au thème de la violence faite aux femmes. La Convention nous dit sa genèse, de quoi elle dépend. La Convention nous dit qu'il faut s'attaquer à ce thème de manière transversale. Nous ne partons pas de zéro, voilà. Mais en même temps, nous avons également une méthode de travail. Nous devons connaître la méthodologie de travail correcte si nous voulons vraiment éradiquer ce phénomène. L'erreur est d'agir de manière trop ponctuelle, de réagir parfois avec des outils qui sont davantage de façade que concret. Nous sommes arrivés à l'approbation de cette loi. Cette dernière loi renferme des nouveautés législatives, mais ces mesures n'entraînent pas d'investissement financier. Et c'est une limite. Nous savons que les actions politiques, toute action politique a besoin de ressources financières. Et donc, le thème de la violence a besoin d'un investissement important de ressources. On augmente, par exemple, la possibilité d'appliquer des bracelets électroniques, mais il faut être sûr que ces dispositifs soient accessibles et qu'ils puissent être concrètement utilisés. En ce qui concerne l'augmentation, le durcissement des peines, la création de nouveaux délits, eh bien, je pense qu'il ne faut pas avoir une approche répressive, pénale à coût zéro, une approche sécuritaire. Il faut bien sûr communiquer que nous sommes en présence de délits, et donc y compris d'un point de vue culturel pour la collectivité, pour les femmes, pour les hommes. Il est très important de savoir clairement qu'il s'agit là d'un délit et qu'il y a donc des responsabilités précises. Néanmoins, cela n'est pas une dissuasion parce que l'outil pénal à lui seul n'est pas une dissuasion forte, parce que la femme qui subit la violence, n'a pas une soif de vengeance. La femme n'a pas ce rêve de vengeance, parce que parfois il s'agit du père de ses enfants, n'est-ce pas? Alors, si on pense qu'en durcissant les peines, nous faisons un plaisir, nous rendons les femmes heureuses, eh bien, nous faisons fausse route parce que la femme qui a subi de la violence souhaite avoir sa liberté, sa sécurité. Alors,
il y a encore une approche myope. Et cette myopie réside dans le fait que nous sommes incapables de nous attaquer à ce problème tous azimuts, dans sa complexité, ses exigences, ses conséquences. Maintenant, par exemple, il est beaucoup question d'introduire l'éducation dite affective dans les écoles. Et tel devrait être le cas dès janvier 2024. Est-ce que vous croyez dans l'efficacité de ce travail fait à l'école? Et puis c'est la même question que je vais poser à Madame Benaben. Eh bien, il est très important de prévenir. Il faut partir de l'école. Il faut impliquer les enfants. Et puis, il faut des projets, des stimuli. Il faut permettre aux jeunes de se construire, de connaître les dynamiques des relations. Je me souviens, à propos de jeunes, un sondage, c'était en 2013 ou 2014. On demandait aux jeunes ce qu'ils pensaient de la violence. Eh bien, le résultat n'était pas très encourageant. Les jeunes pensaient que la violence ne devait concerner que la sphère privée, que la violence n'était pas un thème public, un thème d'intérêt public. Alors il faut réfléchir, vous voyez, il faut réfléchir sur les réalités des jeunes. Il faut construire une éducation affective et sentimentale qui est très compliquée, y compris pour les adultes, mais faisons-le de manière consciente. Merci. Merci, Lucia. Madame Inae Benaben, qu'est-ce qu'on fait en France? Que faites-vous en France du point de vue de l'éducation affective? Est-ce que vous avez la même approche que nous sommes en train, enfin, d'introduire en Italie? Préparer, prévenir, travailler au niveau des établissements scolaires. Qu'est-ce que vous faites? Depuis de nombreuses années, depuis 2001, nous avons une loi qui exige que chaque jeune, au long de sa scolarité, ait accès à 3 séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est la terminologie. Ça fait donc de nombreuses années que la question est sur la table, on va dire, dans l'éducation nationale. Et ces dernières années, les associations ont travaillé à analyser si ces séances, premièrement, si ces séances avaient vraiment lieu, et ensuite ce qu'il en ressortait. La première chose que nous avons pu constater, c'est que la loi elle-même n'était pas suivie comme elle aurait dû. Parce que, comme dans beaucoup de pays, nous avons parfois des très bonnes lois pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et ce qui est plus difficile, c'est leur application. À partir du fait que nous avons analysé que ces séances n'étaient pas réalisées comme elles auraient dû l'être, nous avons essayé de voir pourquoi, quels étaient les freins à sa réalisation. Il y avait des freins idéologiques, culturels, et il y avait aussi des freins logistiques, des moyens financiers, des moyens humains, du temps, puisque ça veut dire que les établissements scolaires devaient dégager du temps supplémentaire pour chaque niveau scolaire, chaque année, en plus de tous les cours qui existaient. Donc il y avait comme ça plusieurs freins différents. Et à partir de là, nous avons rappelé l'importance de ces séances. Et en ce moment même, en France, a lieu un grand travail de la part du Conseil des programmes, donc l'instance en charge de définir les programmes scolaires, ce qui est enseigné de la maternelle, donc 6 ans aux 18 ans, pour faire une lecture complète de ces programmes et réussir à y intégrer une éducation à la vie affective et sexuelle tout au long de la vie des enfants donc français. C'est un grand chantier, on ne va pas se mentir, et une question qui ressort très fortement, c'est de savoir qui intervient quand et comment. Quel est le rôle de l'établissement scolaire?
quel est le rôle des enseignants, quel est le rôle des parents, quel est le rôle des associations. Et aujourd'hui, vraiment ces derniers mois, nous sommes en train de travailler, le gouvernement avec les associations, avec les enseignants, avec les représentants des parents d'élèves, à clarifier la répartition pour déterminer un programme effectif. Parce que ce qui est ressorti de notre analyse, c'est que l'éducation a une exigence de pérennité et de répétition. On ne peut pas transformer en profondeur des constructions que nous avons qui touchent à notre intimité, qui touchent à notre manière de concevoir l'amour, qui touchent à notre façon d'aimer et d'être aimé. On ne peut pas transformer ça en intervenant pendant 1 heure devant 200 personnes dans un établissement scolaire. Ce n'est pas possible. Possiamo fare un esempio? Pouvons-nous prendre un exemple de la façon dont un exemple du bon fonctionnement de la prévention, par exemple la prévention sur les nouvelles générations. Autrement dit, y a-t-il une affaire, un cas que nous pouvons citer pour faire comprendre quelle est la voie la meilleure à suivre? Parce que vous avez dit qu'il faut travailler sur les enseignants, les parents d'élèves. Il faut un travail collectif, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez un exemple qui peut mieux nous faire comprendre quel est le bon chemin à suivre? Par exemple, l'année dernière, nous avons développé avec Equimundo, une ONG internationale, et avec d'ailleurs la participation et l'appui de la Fondation Kering, un curriculum, donc des ateliers, qui s'appellent les ateliers de l'égalité, et qui interviennent auprès des CM1 et CM2, donc 9 ans, 10 ans, puis 11 ans, 12 ans, sur 12 séances de 1 heure, 12 fois 1 heure auprès de chaque classe, pour travailler l'éducation à l'égalité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme, dans ces ateliers? Il y a avant tout une éducation aux émotions, à la compréhension des émotions. La première chose que nous avons constatée, c'est que les enfants n'ont pas de vocabulaire pour comprendre leurs propres émotions. Les jeunes filles en ont un petit peu plus que les jeunes garçons. Pour autant, il y a un vrai manque, c'est-à-dire que frustration, sentiment d'abandon, incompréhension sont catalogués comme colère. À partir de cette réalité, si c'est ce qui fonde notre manière d'être ensemble, on va avoir des générations incapables de réagir à ce qui les traverse, qui vont donc choisir la colère, ou répondre par la colère, à ce qui est un sentiment d'incompréhension, par exemple. Donc ça, c'était la base. Et ça peut paraître simple ou idiot, mais finalement, c'était extrêmement profond. Et ce qu'on a pu faire, c'est que chacune et chacun a pu mieux se comprendre, mais surtout, nous avons travaillé à une éducation commune, à une culture commune des émotions, de l'expression des émotions et de la compréhension de l'autre. Parler des violences faites aux femmes, c'est parler du vivre ensemble, c'est parler du rapport à l'altérité, c'est parler de la capacité à accepter celle ou celui qui n'est pas soi. Et c'est ce qu'on travaille quand on parle d'éducation à l'égalité ou quand on parle d'éducation à la vie affective et sexuelle. Finalement, on va parler d'humanité, de capacité à être en relation d'humanité avec les autres. Et on a aujourd'hui, je parle d'en avant toute parce que c'est l'expérience que je connais, mais je sais que d'autres associations ont développé plusieurs méthodologies, ce qui est une excellente nouvelle. Et c'est ce que nous disons toujours au gouvernement. Nous avons de très nombreuses solutions. Je suis certaine qu'en Italie aussi, les associations ont de très nombreuses solutions. Nous avons besoin d'avoir les moyens de les rendre collectives et non plus sporadiques. Aujourd'hui en France, notre difficulté, c'est que nous intervenons dans les établissements scolaires quand il y a un ou une professeur hyper motivé. Donc elle va donner du temps, va donner de l'engagement, va ne pas compter ses heures et va faire en sorte que ses élèves aient accès
à des moments privilégiés qui leur permettent de devenir des humains et des citoyens et citoyennes plus tolérants et plus égalitaires. Mais ça, c'est parce qu'elles l'ont voulu. Ce n'est pas parce que le système l'a organisé. Et c'est vers ça que nous avons besoin de tendre. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est le fait que les programmes s'emparent de la question. C'est pour nous un signe très positif. Bien sûr, merci. Bien sûr. Antonella Ventri, abbiamo bisogno di... Madame Ventri, il nous faut du temps, mais nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où tous les 3 jours, une femme, quel que soit son âge, mais maintenant l'âge est de plus en plus jeune, l'âge baisse, mais nous ne pouvons pas vivre et tolérer cette situation. Alors, côté prévention, de temps en temps, nous lisons des interviews à des hommes qui déclarent avoir suivi un cours, ces séances qui se sont affranchis de la colère. Mais à la lumière de votre expérience avec vos centres contre la violence, combien de temps faut-il? Combien de temps faudra-t-il pour travailler sur la colère des hommes? Eh bien, nous travaillons surtout avec les femmes. Nous sommes conscients du fait que si on ne commence jamais, si on commence trop tard, on n'aboutit à rien. On parle depuis 30 ans de prévention. La prévention, nous l'appliquons dans la mesure du possible. Nous le faisons grâce à des fonds que nous parvenons à collecter. Il faut une force économique pour pouvoir déployer des actions de prévention. Et nous l'avons fait dans beaucoup de projets, y compris ici à Rome. Voilà quelques années avant le COVID, nous avons organisé des séances à l'intention des enfants de l'école élémentaire. Mais le point en Italie, c'est que créer la prévention, cela signifie non pas des actions sporadiques. Il faut un système organisé qui puisse marquer le début d'un tournant culturel à partir de la base. Cela signifie tenir compte des associations et des centres contre la violence qui ont accumulé beaucoup d'expérience en la matière et qui sont responsables, qui sont compétents et responsables. Alors, soit on inclut dans la loi de finances un poste qui couvre ce qu'affirme la Convention d'Istanbul, c'est-à-dire la prévention, parce qu'il faut faire de la prévention, il faut commencer. Et si on ne commence pas, moi je comprends parfaitement votre question. Pouvons-nous encore assister à des femmes qui meurent tous les 3 jours? Pouvons-nous aboutir arriver à 100 femmes, mais les lois de répression, la punition ne suffisent pas. Et pourquoi? L'Italie a été, je conclus, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a sanctionné, pénalisé l'Italie avec une recommandation. Et pourquoi? Parce que le très grand nombre d'affaires classées sans suite dans les procès. Et pourquoi? Parce que au-delà des classements sans suite, il y a des mesures d'éloignement qui ne sont pas respectées. Alors, pourquoi ces mesures d'éloignement si les personnes qui doivent contrôler ne sont pas formées, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas, si l'homme, le violeur, les bracelets électroniques ne fonctionnent pas? Alors, les hommes enlèvent ces bracelets. Et donc, nous devons être conscientes du fait que les dispositifs législatifs en vigueur en Italie, avant même le code rouge renforcé, eh bien, ces législations sont les bienvenues, mais il faut des ressources, que ce soit du point de vue de la prévention du phénomène que de la punition du phénomène. Ci stiamo avviando alla conclusione. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de notre entretien. Però è anche molto importante. Je pense que la sensibilité dont font preuve tout un tas d'entreprises comme Kering est très importante.
quand il s'agit de se mobiliser à l'égard d'un problème et qui est un symptôme très grave du malaise de notre société. Les communicants, ceux qui font comme moi le métier de journaliste, ont le devoir d'étudier, de faire parler. C'est ce que je peux faire en tant que journaliste et c'est ce que font également beaucoup de sociétés à travers leur publicité. C'est important parce que, oui, les jeunes suivent TikTok et moins la télé, mais leurs parents, leurs grands-parents sont encore des téléspectateurs. Ils regardent la télé, ils voient des pubs et alors si les modèles dans la pub changent ou ont changé et qui ne sont plus horriblement sexistes comme il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très important pour évoluer. Moi, j'anime depuis 9 ans une émission à la télé. Je parle tous les dimanches de problématiques concernant les femmes. Ce dimanche, je vais parler de féminicide. Eh bien, je donnerai la parole à un publicitaire français qui travaille à Paris pour Publicis, qui est une grande entreprise française de publicité. Donc, on a réalisé un spot qui a un claim, donc un slogan, n'est-ce pas? Être femme ne devrait pas être un risque. Et alors, si on pouvait commencer à faire passer ce message, le principe que le fait d'être une femme n'est pas un risque en soi, parce qu'un partenaire nous tue si nous voulons l'abandonner. La femme ne devrait pas risquer sa vie quand elle se balade le soir seule dans la rue, ou bien quand il y a un risque de marginalisation au travail, quand il y a une limitation de nos libertés en tant que femme. Eh bien, je pense que même la communication doit jouer un rôle de plus en plus important parce que la communication joue un rôle très important. Donc, je pense que la communication doit être consciente de cette responsabilité. Donc, je vais encore poser une question à Luciani Bali. Ma question est la suivante. Par rapport à son expérience personnelle, est-ce que tu peux dire que quelque chose a changé au cours de ces 10 dernières années? Pour le pire? Non, la situation n'a pas changé pour le pire. Moi, quand je parle de moi-même, il y a 10 ans, j'étais une jeune fille qui n'avait pas les outils nécessaires pour agir. À l'époque, il y a 10 ans, je pensais que cette forme de violence était complètement éloignée de ma vie. C'est peut-être l'erreur que l'on commet, c'est-à-dire penser que quelqu'un sur lequel on a fait un investissement émotionnel ne pourra jamais faire du mal. C'est une erreur que nous ne devons pas commettre dans ce genre de cas. Donc, à l'époque, moi, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé quelqu'un capable de m'aider parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je puis dire néanmoins que je n'ai plus d'outils, que je suis plus consciente. Et je pense que les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup plus de chance. Ils devraient exploiter cette chance qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont l'opportunité, par exemple à l'école, de parler librement et ouvertement de ce sujet à travers des expériences. Moi, depuis longtemps, je rencontre les étudiants dans les écoles, je rencontre des associations. Donc, à l'époque, moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'outils d'information et de connaissances. Et après 10 ans, tout un tas d'instruments législatifs ont été mis au point. Des pas en avant ont été accomplis. Mais ce qui manque encore, c'est l'investissement réel et profond
sur ce thème. Et je ne vois pas la passion, je ne vois pas la connaissance. C'est une matière, c'est un sujet qu'il faut connaître. Le Parlement italien a voté à l'unanimité le projet de loi Roccella. Mais hier, au Sénat, on a vu des photos ahurissantes parce que des photos vraiment qui nous ont fait mal parce que la salle du Sénat était complètement vide pendant la discussion. Tu dis qu'il faut plus de passion, moi je dis qu'il faut plus de conscience. Comme quoi, on ne parle pas là de quelque chose qui nous concerne une fois par an, le 25 novembre, ou après le choc et l'émotion, comme la mort de Giulia, tuée à 22 ans par ce jeune bon garçon. Cette conscience doit nous accompagner tous les jours. Sinon, tous les jours, il y aura des féminicides que nous allons pleurer. Je vous remercie. Je remercie le public qui nous a suivis.